Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République, vive la France. Et vive la République et LCI, toujours avec Roselyne Bachelot. C'est l'heure du club. On va revenir sur l'interview fleuve d'Emmanuel Macron. On va aller vraiment dans le détail, entre les lignes, pour voir ce que révèle cette interview. Il y a plein de choses qui ont passionné nos quatre débatteurs du bureau. Quatre débatteurs, parce que Natacha Polony a accepté de rester avec nous. On connaît son mauvais esprit, dont on raffole, bien sûr, Natacha. Et puis Céline Pina. Non, commencez pas à la défendre, hein. Céline Pina, ancienne élue PS, auteure, la militante laïque et féministe et fondatrice de Vivre la République. À vos côtés, Céline Pina, il y a Jean-Philippe Moinet, qui est fondateur de la revue Civique et chroniqueur au Huffington Post, et puis Jean-Christophe Buisson, qui est directeur adjoint du Figaro Magazine, qui aurait bien aimé évidemment décrocher cette interview d'Emmanuel Macron, mais finalement c'est le point qu'il a eu. Bon, voilà, vous avez... Nous, on a le pape. Hein. Oui, vous avez le pape, c'est bien aussi, ou bien les anti-Hidalgo le week-end dernier. On va revenir d'abord sur la forme de cette interview. On disait tout à l'heure qu'en général, l'interview de rentrée, c'était un grand entretien télévisé. Cette fois, Céline Pina, Emmanuel Macron, il a fait un autre choix. Qu'en pensez-vous et qu'avez-vous pensé globalement de cette interview ? J'étais assez d'accord avec ce que disait Roselyne hors antenne, en disant ce qui est très étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui a à la fois l'art de son côté monsieur, et en même temps, on le retrouve un petit peu dans cette interview d'une façon assez générale. C'est quand il a beaucoup de citations, il parle beaucoup de Brodel par exemple, mais tout repose sur ses épaules. J'ai trouvé qu'il y avait un côté... très français d'ailleurs. Oui, mais il y avait un côté « jusqu'à présent, rien ne m'a arrêté, regardez, j'ai pu prendre le pouvoir », mais il n'y a jamais un regard sur le contexte. C'est-à-dire, lui est en majesté, il n'y a rien autour. La lumière se focalise tellement sur lui qu'elle laisse tout le reste dans l'ombre, et elle laisse notamment des circonstances qui sont très importantes, qui sont, oui, sur le vide, faire une OPA, c'est possible. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le vide est toujours là, parce que la parole politique ne l'a pas comblé. On n'a toujours pas de ligne politique. On ne sait toujours pas. Il la donne là, la ligne. Écoutez, oui. moi, c'est la doctrine, nous a dit Étienne Gernel, Jean-Philippe Moinet. Oui, c'est la doctrine, mais je pense que c'est un texte référence. Il y avait le texte programmatique de la campagne présidentielle. Et 4 mois après, ce qui est voulu à l'Élysée et ce qui est commenté au Point, c'est qu'il fallait un texte référentiel pour l'action. Et on s'attendait à des prises de position précises, et elles ont eu lieu sur les axes stratégiques. Ce n'est pas un texte de commentaire de la semaine, ça sera pour plusieurs mois et plusieurs années. L'interrogation, la grande interrogation avec la râlerie nationale, qui est le sport préféré des Français, on le sait depuis longtemps. Mais on voit bien qu'il y a là un enjeu de cap à définir, à préciser, après des flottements d'été qu'il ne faut pas négliger. Mais on voit bien que le choix a été fait entre le statu quo et sa tyrannie, peut-être potentielle, et le volontarisme actif. Il parle de marche héroïque, quasiment. Donc on est dans une logique d'action qui peut surprendre, y compris aujourd'hui, on verra bien, mais on en commentera les éléments sur le droit du travail. Natacha, est-ce que finalement, la cohérence relevée par Céline Pina, on peut aussi trouver que c'est une explication, on y trouve une explication dans les institutions de la Ve République. Et d'ailleurs, il s'y réfère, il dit le président de la République, clé de voûte des institutions. Mais j'avais cru comprendre dans sa campagne que justement, il voulait mener des réformes institutionnelles qui allaient casser ce côté impérial de la fonction présidentielle. Est-ce que là, il n'y a pas à nouveau une contradiction majeure dans la philosophie du texte ? Mais il n'y a que des contradictions. Et en effet, les réformes institutionnelles ont totalement disparu. Totalement disparu. Totalement. Pourquoi ? Parce que ce texte ne fait que répéter, sous une forme plus précise, plus élégante, ce qui a déjà été dit jusqu'à présent et ce qui a déjà été joué, c'est-à-dire la posture du président Macron sur la scène internationale, la posture du volontariste qui va révolutionner la France, et sorti de là...
Oui, C'est vrai que le discours, justement, la rhétorique révolutionnaire est omniprésente dans ce C'était le titre de texte. son livre, on le rappelle, Et c'est- Révolutionnaire. bien sûr. Et il vient confirmer toutes les analyses du philosophe Jean-Claude Michéa sur le caractère éminemment révolutionnaire du capitalisme et le fait que c'est une dynamique qui fait du passé table rase. Et là, il joue C'est plus sur subtil la que ça. diabolisation du passé. C'est On pas du est dans la Mélenchon, nouveauté. Vous conviendrez qu'avec nous, que c'est pas du Mélenchon, le Macron. Non, mais c'est une rhétorique forme de qui révolution. critique, qui coupe avec le passé tout en prétendant s'y référer. Il y a Jean-Christophe pas Buisson les- qui s'y connaît en révolution. Non, moi j'étais assez, L'histoire de 1917. j'étais assez circonspect sur l'idée de cette interview qui intervenait parce que justement il était en chute dans les sondages, chute de popularité. On avait l'impression, je vais faire comme Hollande, c'est-à-dire à partir du moment où je chute, je fais une grande interview. Mais je suis moins sévère que vous parce que je trouve qu'au moins c'est gravé dans le marbre, au moins c'est dans l'écrit, et l'écrit c'est important, au moins c'est écrit noir sur blanc. Effectivement, il n'y a rien de révolutionnaire pour reprendre cette rhétorique, c'est tout ce qu'il y a dans cette interview, il l'avait déjà dit. Il fait quelques péchés d'orgueil, effectivement, dans cette interview, quand il dit depuis 30 ans c'est inefficace, sous-entendu, mais pas sous-entendu. Avec moi, ça va être efficace. C'est un petit peu prétentieux et Oui, présomptueux. c'est bien passé pendant 3 Présomptueux de dire ça. Il y a des formes de naïveté. C'est ce que pensent les Français, hein, mais bon. Il y a des absences qui sont coupables. Il y a une demi-ligne sur les flux migratoires. Les flux migratoires, c'est quand même un sujet important, à la fois dans la société française et dans le monde entier aujourd'hui. Une demi-ligne sur ce sujet-là, quand on fait 22 pages d'interview, ça me paraît quand même indélicat. C'est un peu plus long sur les ordonnances. On rappelle que la discussion est en cours en ce moment du côté de Matignon et que nous surveillons évidemment la sortie des syndicats qui pourraient intervenir d'un instant à l'autre. Hein. Donc on vous donnera leurs impressions dès qu'ils sortent. Ils donnent quelques pistes là-dessus. Peut-être ils préparent un petit peu l'opinion aussi, Céline Pina. Il dit qu'il ne faut rien espérer avant 18 ou 24 mois. Il faut le temps que ça infuse. Hein. Mais sur le fait qu'il faut du temps pour changer les choses, moi, ça ne me choque pas. La seule chose qui me dérange réellement, c'est que la parole publique, même une parole télévisuelle, elle est conservée. On a en face de nous un homme qui souvent vous dit le matin quelque chose pour affirmer le contraire l'après-midi. Et la question, c'est quelle est la valeur d'une parole sur laquelle on n'hésite pas à être en contradiction permanente. Je prends un exemple. Hier, par exemple, le matin, on nous dit... voilà, il faut combattre le terrorisme islamiste, y compris dans sa dimension culturelle. Donc, on entend un certain nombre de choses. L'après-midi, on apprend que Sarah Toumi est nommée à une instance de conseil sur l'Afrique, alors qu'elle est la présidente de l'ALAB, et que l'ALAB prend quand même des positions qui interrogent énormément et a des proximités avec les frères musulmans. Je ne dis pas que Sarah Toumi est islamiste, parce qu'en l'occurrence, la force de l'islamisme, c'est d'aller dans ce type d'association et de mettre en avant des gens qui ne le sont pas, mais tout le reste, dans ces cas-là, on demande soit à la personne de démissionner, soit de prendre ses distances, mais on est cohérent, parce que sinon, c'est espoir, douche froide, espoir, douche froide. Donc aujourd'hui, il affirme des choses dans cette interview. Moi, je l'ai entendu affirmer beaucoup de choses, se contredire dès le lendemain. Je ne sais pas, j'attends la Mais prochaine interview. pas sur le sujet de la loi travail, justement. C'est ce qui le différencie. Pas C'est pour sur ça qu'il y aura pas sur la loi travail, mais sur le fond. Comment est-ce qu'on peut parler Il n'avait pas institution annoncé ça. Et quand il a lancé la loi travail, par Myriam El Khomri et Valls, évidemment, ça fait un barouf. Alors que Macron, ce qu'il y a dans la loi travail, apparemment dans les ordonnances prévues, il l'a annoncé. Noir sur blanc. Donc il ne trahit pas. Mais sur l'économie, c'est vrai. Sur l'économie, c'est vrai. Sur l'économie, je suis d'accord. Parce que nous recevions à l'instant avec Julien et Natacha une chef d'entreprise. Est-ce que vraiment, à travers ce qu'on voit déjà, cette loi travail, c'est finalement un coup pour rien? C'est une pure opération de com' pour s'attacher la bienveillance des syndicats. C'est évident que ça va sans doute secouer, on va voir, modérément ou beaucoup, aujourd'hui, avec ces annonces qui sont faites par le Premier ministre, partage des tâches sur la loi travail. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce texte, quand même, je confirme qu'il sera de référence durable, c'est qu'il faut sortir du tollé permanent. La question des 5 € de réduction des APL, qui est, vous savez, ancien ministre de la Santé que vous êtes, c'est moins d'un paquet de cigarettes aujourd'hui par personne sur une réforme structurelle d'importance, a été dite pendant 3 jours, fin juillet, comme un tollé. Bon. On voit bien que structurellement, le partage des rôles va avoir lieu peut-être plus organisé, plus ordonné entre le Premier ministre qui est dans l'action conjoncturelle et le Président sur l'action structurelle et stratégique. Et sur la loi travail, il y a l'arbitrage qui va être fait et annoncé aujourd'hui.
est-ce que ça ne sera pas un raccommodage de circonstances? Est-ce qu'il y aura plus de flexibilité, mais nettement plus de flexibilité pour les employeurs et plus de sécurité, nettement plus de sécurité pour les employeurs, et non pas des demi-mesures consensus mou? On va le voir à midi, mais c'est on aura effectivement le détail des transparaît en filigrane de ce texte qui est le culte de l'audace. Après, on va voir dans l'action concrète. On reviendra sur les ordonnances tout à l'heure. Il y a d'autres sujets et vous dites que ça fera référence. Il y a peut-être des phrases qui seront pas très bien prises, notamment sur les retraités, puisqu'il y a la hausse de la CSG qui est intervenue également. Et il dit dans cette interview, les pauvres d'aujourd'hui sont moins les retraités que les jeunes, et ça a pu heurter un petit peu, notamment Éric Woerth, tiens, ce matin, si on peut l'entendre, Éric Woerth. Ça me choque. Cette façon méprisante de se dire, il y a les gens qui sont dans le monde ancien, au fond, ils ont premier pied dans le cimetière, d'une certaine façon. Et puis, un représentant du monde nouveau, ce sera Emmanuel Macron, qui découvre d'ailleurs, au fond, que l'histoire de France commence avec lui-même. Et on a besoin de tous les Français. Et les retraités, c'est des Français éminemment estimables. Oui, mais là, il exagère, Oui. parce que les chiffres sont C'est de bonne imparables. guerre. Il y a un taux moyen de pauvreté dans notre pays de 14%, il est de 23% chez les 25-35 ans, et il est de 7% chez les plus de 65 ans. Oui, Là, et cette phrase il clé, faut quand même Roselyne la et Julien vérité. Arnaud. Là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites Je pense retraites. que- hein, Et cette mais- phrase clé dans le texte, c'est que les principales victimes de l'impuissance des 30 dernières années, ce sont les jeunes et les moins qualifiés. Ce qui fait dire, quand même, penser qu'il est lucide sur des couches de la population jeunes et moins qualifiées, Natacha. donc couches populaires, dont sa politique doit résoudre les difficultés. Justement, ce qui Après- est intéressant, c'est d'essayer de regarder quelle est sa vision de la France. Et en effet, il a raison sur le fait que la pauvreté est chez les jeunes. On pourrait ajouter qu'elle est chez les femmes, puisque les mères célibataires Familles font monoparentales. partie, les familles Femmes isolées. monoparentales souffrent terriblement. Ça, il n'en parle pas, mais bon, on ne peut pas parler de tout. Simplement, cette vision, elle est clairement centrée sur des métropoles où il y a des jeunes, des immigrés, des enfants d'immigrés. Ce sont les populations qu'il cite. Et Les des jeunes, ils sont start-up, partout, hein. la possibilité Les jeunes et d'aller les moins vers qualifiés, ils sont partout. l'innovation. Et à côté de ça, il y a un immense désert français dans la vision qu'a Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la France telle qu'elle est, la ruralité, l'agriculture, le mot paysan n'est pas prononcé. Il n'y a rien sur l'aménagement du territoire. Il n'y a rien sur le fait que, quand il évoque le logement, par exemple, l'idée qu'il faille construire des nouveaux logements, il n'y a rien comme réflexion sur le fait que c'est en relocalisant l'économie qu'on va pouvoir aider les gens à se loger dans des endroits où il n'y a pas de tension. Vous forcez le Je trouve, trait. je trouve qu'il y a, il y a un oubli du lien. Par exemple, c'est vrai, il a raison quand il dit ça. Simplement, on oublie que beaucoup de personnes âgées aident énormément. Il y a des redistributions qui peuvent se faire à l'intérieur des familles. C'est toujours le lien qui est oublié. On a l'impression qu'on parle d'une société complètement atomisée, dans lesquelles il n'y a pas d'aménagement du territoire, parce qu'on ne voit pas quels sont les liens de proximité qui existent, dans lesquels tout peut être déplacé, parce qu'on oublie que les gens ont quand même aussi des racines et des structures qui les maintiennent. Donc il y a vraiment ce côté atomisation qui est extrêmement gênant. Et un autre problème, c'est que c'est compliqué de parler de réforme des institutions quand le premier acte qu'on pose en tant que président de la République est d'aller devant la représentation nationale en leur disant en substance, écoutez, vous n'êtes pas à la hauteur, vous avez d'ailleurs pas fait vos preuves avant, mais maintenant vous n'allez pas plus les faire, donc c'est les technos qui vont tout gérer et on va tout faire par ordonnance. C'est quand même un Les message ordonnances, assez choquant. Puisque vous en Pour parlez, quelqu'un qui veut- elles ont été dévoilées ce matin aux différents partenaires sociaux. Et figurez-vous que Noé Gandillot, qui est sur place à Matignon, il a pu avoir accès au texte, il a pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur Enfin. des ordonnances, alors que les représentants syndicaux ne sont même pas encore sortis. Il y a quoi dedans, Noé? Est-ce que vous avez eu le temps de tout lire et de tout digérer déjà, ce qui serait très fort? Alors, j'ai pas eu le temps de tout lire et de tout digérer. Il y a quand même 200 pages, mais c'est vrai que jusqu'à quelques minutes, jusqu'à ce matin, on n'avait quasiment aucune information. Il n'y avait rien qui devait fuiter. Embargo total, exigence du Premier ministre vis-à-vis des personnes qui étaient au courant. En total, une quinzaine de personnes seulement qui étaient au courant du contenu de ces ordonnances. Mais à l'approche donc de cette fameuse conférence de presse, il y a quelques éléments qui commencent
a fuité. D'abord sur la question des syndicats dans les petites et moyennes entreprises. Désormais, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les patrons pourront discuter directement avec un représentant élu des employés, et ce, même en l'absence des syndicats. Et puis en ce qui concerne la question des accords de branche et des accords d'entreprise, la plupart des sujets seront désormais négociés au niveau de l'entreprise, même si finalement la branche a été plutôt consolidée par rapport à ce que pouvaient craindre au départ les syndicats. Et puis, comme prévu, cette question si importante des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif à hauteur de 3 mois de salaire pour 2 ans d'ancienneté. Voilà ce qui a été décidé, voilà où a été placé le curseur. Et puis, en contrepartie, ce que réclamaient les syndicats, les indemnités légales de licenciement vont être augmentées pour passer de 1/5 à 25% de mois de salaire. Mais c'est vrai que ce texte, il fait en tout 200 pages et donc il va falloir du temps pour le disséquer, pour le décortiquer, ces 5 ordonnances. C'est d'ailleurs ce que me confiaient hier des membres de FO qui sont toujours dans la réunion à l'intérieur. Ils m'ont dit, eh bien, il y a 200 pages, il y a 5 ordonnances, on va passer tous les jours qui viennent, tout le week-end, à décortiquer avec nos services juridiques ces 5 ordonnances avant d'arrêter notre position lundi prochain. Beaucoup de boulot en perspective. Merci beaucoup, Noé. Jean-Christophe Buisson, vous êtes un amoureux des beaux textes. On a eu 2 présidents successivement, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui étaient souvent brouillés avec la syntaxe et la grammaire. Il y a au moins un point qu'on doit reconnaître à Emmanuel Macron, c'est la très grande qualité de structuration de sa pensée, de sa formulation. C'est au-delà du fond, c'est quand même quelque chose. Bien sûr, même dans l'interview, on voit bien, il met une certaine hauteur qu'on ne trouvait pas forcément, notamment chez son prédécesseur. Moi, j'aime bien le passage lorsqu'il dit qu'il faut la France a des héros, il faut mettre en avant les héros, même si on sent qu'il pense peut-être aussi un peu à lui quand il faisait de formule. Mais la France a besoin de se structurer. Donc, voilà, récit national, histoire nationale. On a besoin d'héroïsme. De la même façon, lorsqu'il dit que on n'a pas exactement réglé notre problème sur la décapitation du roi de France. Là aussi, peut-être qu'il pense un peu à lui, en disant qu'il y a un fantasme monarchiste en France. C'est la réalité. En fait, il y a un fantasme d'autorité. Les Français ont envie de quelqu'un qui mène leur pays, qui le gouverne, qui le dirige. Alors, c'est pas Jupiter. D'ailleurs, cette interview a un immense mérite, c'est de nous faire comprendre que sa pensée n'est pas si complexe qu'il le prétendait, parce qu'elle est assez claire finalement, parce que cette interview est finalement une grande interview libérale de droite. Jean-Christophe, juste un point sur héroïsme qui m'a frappé dans l'interview, c'est l'apport républicain, parce qu'il aurait pu dire héroïsme démocratique, etc., historique, etc. Républicain, il insiste et il argumente parce qu'il dit qu'il ne faut pas que nous soyons dans une social-démocratie sans sel. En gros, c'est ce qu'il dit, alors qu'il est catalogué social-libéral, démocrate, un peu ectoplasmique, on pourrait dire. Eh bien, lui, il prend le contre-pied, il dit renouer avec un héroïsme politique propre au monde républicain. Et c'est cette synthèse, en fait, social-démocrate qui pourrait être, à l'allemande d'ailleurs, sur certains aspects, avec l'apport de la société civile et l'apport chevènementaux-gaullien qu'il essaye d'incarner aussi, de récupérer peut-être, face aux protestations très françaises et gaulliennes du village gaulois qui adore les incarnations, et Natacha Polony ne va pas me contredire, de figures emblématiques, mélenchonistes, récupérer Mélenchon, récupérer Le Pen. C'est qui le héros républicain pour lui? C'est important de savoir. Intellectuellement, il est sur les mots. Pour le coup, un héros, il s'incarne. Je crois que quand il emploie le mot de République, il emploie... Pardon, au sens de Jean Baudin, c'est la chose publique, c'est la res publica, c'est pas la République, la première République de 1792. Et alors, c'est très bien. C'est pour ça qu'il ne peut pas citer de nom, parce que les noms qu'il citerait, ça ne serait pas que des figures républicaines comme Clémenceau ou De Gaulle. Ça remonterait un peu avant. Donc on est encore dans l'ambiguïté. Une parole claire qui a des sous-entendus. On ne peut pas être dupe des mots, mais il faut les écouter quand même, Natacha Polony. Alors qu'on surveille la sortie... Et Emmanuel Macron... On surveille juste, pendant que vous parlez, la sortie de l'hôtel Matignon. Vous avez cette image qui nous arrive en direct. Cette porte va s'ouvrir dans pas très très longtemps. On entendra les micros pour les syndicats. Peut-être quelques héros vont s'incarner à ce moment-là. Ceux qui font avancer le dialogue social. Bien entendu. Ça fait partie de la pensée du président, sans doute. Oui, ce qu'il fait surtout
partie de la pensée du président, visiblement, c'est ce qu'on appelle l'art de la triangulation. C'est-à-dire qu'il emploie le mot de République sans jamais définir réellement ce qu'il entend par ce mot. Et Céline Pina évoquait tout à l'heure la question du communautarisme. Au cœur de la République, il y a la laïcité qui en est un des piliers. Pourquoi ? Parce que c'est la définition d'un espace neutre dans lequel nous pouvons tous, avec nos différences, être citoyens à parts égales. C'est ça, la République. Jamais ça n'est défini. Jamais. Parce que ça entrerait en contradiction. Ensuite, il utilise... Pardon, oui, là aussi, il ne suffit pas de citer Brodel. Et ensuite, la France. Non, c'est un amas de diversité. La France, en effet, c'est une diversité qui se construit dans l'unité. Et c'est toute la complexité de la France. Et justement, il n'aborde pas non plus cette question-là. Il se contente de citer Brodel. Ensuite, il emploie le mot de souveraineté. Là non plus, il ne le définit pas, mis à part pour nous expliquer qu'il y a une souveraineté européenne dont il ne dessine même pas les contours. C'est-à-dire qu'il, bien sûr, et pour cause, il n'évoque pas la question de l'impérialisme américain, il n'évoque pas la question de l'OTAN, on parle de défense sans parler de l'OTAN. Donc jamais il n'entre dans la difficulté. Natacha, est-ce que je peux revenir à la base politicienne avec Jean-Philippe Moinet, parce que vous avez défini cet entretien. Merci de penser à moi pour ça. Non mais voilà. Quand vous dites c'est un texte finalement de droite, c'est pas dit ça. C'est Jean-Christophe Buisson qui l'a dit, libéral de droite. J'interrogerai ensuite. Oui, c'est pas un texte droitier pour autant. Quelle va être, par rapport à un texte comme celui-là, quelle va être la réaction ? Quelle est la bonne stratégie pour la droite pour exister dans l'opposition ? Merci de cette question, parce que c'est vrai qu'on voit bien les oppositions tenter de se reconstruire, ce qui est totalement normal. La politique ayant horreur du vide, les mécontentements sont canalisés. Alors on voit le champion de la récupération protestataire, évidemment, et sur la gauche de la gauche. Pour lui, c'est facile. Bon. À droite, c'est plus compliqué, parce qu'il y a évidemment Marine Le Pen qui reste aux abois pour récupérer ce qu'il faudra. Et la droite est prise en pour reprendre l'expression de Natacha Polony, on va dire en embuscade par rapport au pôle national protestataire, populiste, xénophobe qu'est le Front National, malgré ses habillages marketing. Et grand pôle, la République en marche. Comme disait Gramsci, il n'y a pas de victoire politique sans victoire idéologique. Laurent Wauquiez aura beaucoup de mal, me semble-t-il, mais il va essayer de récupérer. Classique. Mais je pense que Laurent Wauquiez prend date pour dans 2 ans au début pour les européennes et pour il y aura pour l'opposition la même chose que ce qu'a su faire Macron pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui, celui qui saura installer une ligne politique, quel qu'il soit, et peut-être qu'on ne le connaît pas encore, celui-là, d'abord prendra la tête de l'opposition et gagnera au bout des 5 ans. En attendant d'aller voir ce qui se passe à l'opposition, les confirmations tombent petit à petit, alors qu'on attend la sortie toujours des délégations syndicales. Les confirmations tombent assez précisément et officiellement maintenant. Donc, indemnité prud'homale plafonnée à 3 mois de salaire jusqu'à 2 ans d'ancienneté, à 20 mois pour 30 ans d'ancienneté. Ça, c'était l'un des curseurs assez attendus, Jean-Christophe Buisson. Oui, juste pour revenir, je pense que cette interview aussi a un objectif de la part de Macron, c'est justement que la droite soit désarmée par rapport à ça et qu'il n'y ait qu'un seul adversaire, Mélenchon. Mélenchon, avec sa radicalité, avec son extrémisme, c'est son meilleur ennemi, absolument. Mais... Effectivement, la droite, moi j'ai entendu Thierry Solaire ce matin, les constructifs, ils sont obligés d'adhérer à ça. Même Éric Woerth, même s'il fait des petites piques, toute la droite libérale économique va adhérer à ce discours, évidemment. C'est ça le cœur du sujet, puisque la loi travail, c'est un sujet économique. Donc elle est complètement décontenancée. Donc Wauquiez va peut-être prendre la tête des Républicains en décembre, mais il devra reconstruire une droite sur des valeurs autres qu'économiques, parce que là, c'est fait. Encore une fois, cette interview, ce projet politico-économique de Macron, ça aurait pu... Peut-être ça aurait dû être celui de la droite de ces 10 dernières années. Donc, de ce côté-là, c'est terminé. Une attention particulière à la pique de Juppé de rentrée, qui a surpris quand même pour partie le pouvoir, de la droite qui n'est pas forcément la plus radicale, et qui fait dire à Matignon et à l'Élysée que l'action doit être d'autant plus amplifiée ces semaines qui viennent. Donc on va voir si ça sera le cas aujourd'hui. Mais... Si on répondait à la question de Julien Arnaud, auquel on n'a pas répondu... Sur les ordonnances, parce que, pardon d'essayer de vous dire...
Mais c'est vrai que les annonces tombent les unes après les autres. Pendant que vous parlez, on a les différentes alertes. Je vous ai parlé tout à l'heure du plafond des indemnités prud'homales, les indemnités légales de licenciement qui sont augmentées à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Alors on précise peut-être, Natacha Polony, tout ça c'est un peu du donnant-donnant. On augmente les indemnités de licenciement dans un premier temps pour éviter que les dommages et intérêts de l'autre côté soient... pour pouvoir les plafonner plutôt. Oui, on sent bien qu'il y a eu des arbitrages et que finalement, tout ça n'avait qu'un but, essayer d'empêcher qu'il y ait une véritable mobilisation sociale, voilà, tout en n'ayant pas l'air, et Raymond Soubile disait tout à l'heure sur ce plateau, tout en n'ayant pas l'air de faire trop plaisir aux syndicats, il faut aussi qu'ils puissent râler un tout petit peu, sinon ça apparaîtra... D'où les 25%, alors que c'était 50% qu'espéraient certains syndicats. C'est un jeu de... On peut dire aussi, Natacha, que l'obsession quand même de Macron, c'est l'Allemagne et Angela Merkel qui, au bout de 10 ans de pouvoir, les Allemands en redemandent. Du Merkel, vous voulez dire. Merkel, pardon. 4e mandat qui se profile. C'est exceptionnel. D'autant plus par rapport à la culture française. Au bout de 4 mois, on en voudrait peut-être, non pas un autre, parce qu'il y a quand même des institutions et un calendrier démocratique, mais bon. Oui, mais enfin, le système électoral n'y est pas pour rien non plus. Et sur le fond, quelque chose de assez inaperçu hier, parce que ça va être un feu roulant, je pense, d'annonce de transformation. Donc, ce qui a été annoncé hier sur la baisse de la fiscalité d'entreprise de 33 à 25% n'est pas un point de détail. C'est que ça passe sous la barre du taux allemand. Et ce qui montre, d'ailleurs, dans l'interview du Point, il y a une petite anecdote sur la table du président. Il y a le livre très récent sur la biographie d'Angela Merkel. Et tout ça, ce sont des signes, parce que qu'est-ce qu'il veut? C'est retrouver, essayer de rehausser en 5 ans, pas en 5 jours, le rang de la France en Europe et son influence à la fois diplomatique et économique sur le reste de l'Europe, et notamment sur le front est de l'Europe. C'est dommage si vraiment c'est son ambition. Et on a quand même des atouts auxquels personne ne pense. Mais au sein de l'Europe, la France est le seul pays qui détient un siège au Conseil de sécurité. C'est le seul pays qui a la force nucléaire. C'est le seul pays qui a le moyen d'une politique un peu de puissance, parce qu'elle ne peut pas le faire énormément, mais la puissance normalement militaire et la puissance économique marchent souvent avec. Et si Macron, au lieu de regarder ce que fait Angela Merkel, était beaucoup plus conscient des forces que nous pouvons avoir et les mettait sur la table pour dire notamment en matière de budget de l'Europe, vu ce que l'on assure, voilà quel cadeau vous pourriez nous faire, on serait dans des négociations beaucoup plus intéressantes. Mais à la limite, passons. Je crois que sur les ordonnances, il y a quelque chose en tout cas que moi je tenais à saluer parce que ça fait longtemps qu'on en parle, c'est la question où enfin les PME et les TPE sont traités à part, pas du tout comme les grands groupes. Et les mesures qui sont en train de passer, je crois que ça fait 20 ans que je les entends, de la part des petits patrons qui ne sont pas forcément des gens extrêmement... qui ont une idéologie très très forte. Et là, je trouve que là, on a un élément de dynamisme, et là, je le reconnais. Au 95% des entreprises sont moins de 50 salariés. Exactement. Donc c'est quand même un... Voilà, là, je crois qu'il faut quand même aussi... Les entreprises, c'est pas le CAC 40. Et on aura l'ensemble des mesures dans quelques minutes maintenant. Quelle est l'ambiance à Matignon, Noé? Est-ce que ça commence à s'agiter un petit peu? Est-ce que les délégations commencent à ranger leurs serviettes pour se présenter face à vous, pour vous en dire un petit peu plus? Ouais, ça commence à s'agiter. On nous dit d'ailleurs que la sortie des organisations syndicales et patronales est absolument imminente. C'est une question de minutes. D'ailleurs, la conférence de presse est prévue à midi, donc dans une vingtaine de minutes. Mais on commence à avoir des éléments qui commencent à fuiter. D'abord sur la question des négociations dans les petites et moyennes entreprises. Désormais, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les patrons pourront discuter directement avec un représentant des employés, et ce même en l'absence des syndicats. Et puis concernant ce fameux CDI de chantier, il existera bien pour tout le monde, mais il faudra qu'il soit validé par la branche. Et puis, comme prévu, sur un sujet lui aussi très attendu, celui des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, elles seront plafonnées à 20 mois de salaire, ce qui va clairement dans le sens du patronat. En contrepartie, les indemnités légales de licenciement vont être augmentées de 25%. Pour donner une contrepartie donc aux syndicats, on attend désormais la sortie de ces syndicats et notamment de la position de FO qui, vous le savez, a décidé de ne pas manifester le 12 décembre aux côtés de la CGT. Merci beaucoup Noé. On a présenté ces mesures, Jean-Christophe Buisson, comme une sorte de Big Bang. C'est le cas ou pas? Non, c'est une Big Bang pour la France.
lorsqu'il emploie le terme de révolution copernicienne, il exagère parce que c'est une restauration d'évidence de choses qui fonctionnent de cette manière-là dans le monde entier, encore une fois. Mais c'est vrai qu'en France, on a toujours du mal... Comment ? Qui n'ont pas été faites par Nicolas Sarkozy en particulier. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire dans le monde entier, ça existe à peu près comme ça, le fonctionnement, et notamment pour les petites entreprises qui réclament à corps et à cri ce type d'assouplissement pour pouvoir embaucher. N'oublions pas que le but du jeu, c'est d'embaucher, c'est pas d'embêter les syndicats. Donc c'est ça qu'il a réussi à faire comprendre par le dialogue, ce qu'il n'avait pas réussi à faire Valls ou Myriam El Khomri ou ses prédécesseurs. C'est ça sa réussite. C'est pour ça que les syndicats, c'est ce qu'on avait annoncé tout à l'heure. C'est le seul chantier explosif qui reste maintenant, c'est éventuellement le référendum. L'idée de référendum en entreprise qui passe par-dessus les syndicats. Mais pour le reste, c'est modérément équilibré, totalement macronien. Poser la question à tous les quatre, il vient de réaliser un bon coup, Emmanuel Macron. Je ne parle pas du fond de la réforme, la séquence de tout l'été de la réforme du Code du travail, la façon dont il l'a menée, sa méthode. On peut même relier ça avec l'interview de Brigitte Macron dans Elle. Maintenant, la séquence avec cette interview et les syndicats qui sont d'accord, il a renversé la vapeur. Objectivement, oui, il me semble qu'il a réussi un bon coup. Et surtout, c'est ce que disait Céline Pina tout à l'heure en introduction, il a un calendrier dans sa tête, Emmanuel Macron, qui est qu'il n'y a pas d'élection en France avant 2 ans. C'est-à-dire que les mesures qui sont prises là, elles vont peut-être énerver un certain nombre de gens, elles vont énerver Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon, très bien, il y aura des syndicats dans la rue un petit peu, etc. Mais les fruits, s'il y a des fruits, c'est dans un an et demi, 2 ans. Et en démocratie, en République, il me semble que ce qui fait la balance, c'est les élections. Donc s'il y a du monde dans la rue, ça ne suffira pas. Et dans 2 ans, il récoltera les fruits. Donc les sondages, les mauvais sondages, tout ça, il a raison, il s'en moque parce qu'il voit à long terme. Et c'est, je crois, une des premières fois qu'un président de la République raisonne à long terme, mais parce qu'il a cette chance de ne pas avoir d'élection. Sauf que je crois que sa focale est trop étroite. Juste pour répondre à Roselyne Bachelot, sur les séquences sont très importantes, parce que la semaine dernière, on entendait... Alors que les pupitres qu'on voit, ce sont les pupitres sur lesquels vont s'exprimer Édouard Philippe et Muriel Pénicaud dans quelques minutes. Allez-y. Oui, c'est juste pour préciser que la semaine dernière, on entendait, notamment côté mélenchoniste, et c'était de bonne guerre, entre guillemets, mais la rentrée ratée de Macron, mais elle n'avait pas eu lieu, la rentrée... donc le 30, la vraie rentrée politique a lieu aujourd'hui, la rentrée c'est maintenant, et c'était pas hier ou avant-hier. Et en termes d'action, de décision, je pense qu'il y a un petit Big Bang franco-français qui amusera sans doute certains de nos voisins européens, et non pas les anglo-saxons qui sont très vite diabolisés dans notre grand pays, mais sur le sujet de la flex-sécurité, à savoir flexibilité maximale, toutes choses égales par ailleurs, des difficultés, et sécurité renforcée pour les salariés. C'est ça. Moi, j'ai le sentiment qu'on est exactement comme dans la campagne. C'est-à-dire que sur les sujets que l'on nous présente, ok, mais moi, ça ne m'étonne pas tellement qu'il ait réussi son coup. J'ai juste l'impression qu'il y a des grands points noirs, qu'il y a des sujets qui sont complètement occultés, qui sont effacés, voire niés, et qui un jour vont ressurgir, et notamment sur toute la question de cette identité française, de cette peur, en fait, d'un pays qui sent dans la tourmente. Mais est-ce que l'idée, c'est pas de dire on va relancer l'emploi, et grâce à la relance de l'emploi, ces problèmes-là vont aussi être réglés de façon économique? Ça fait 20 ans qu'on va dans le mur en disant ça. Hein. En effet, s'imaginer que les problématiques ne sont que économiques. Elles sont en partie économiques, mais pas seulement microéconomiques, comme il semble le croire. Il y a aussi de la macroéconomie, il y a aussi un ensemble international. Et sur les questions autres qu'économiques, en revanche, il y a un gouffre. Et il est relativement aidé parce qu'en effet, personne, vous avez raison, Céline Pina, personne ne vient lui poser les questions. Et ce qui est frappant dans cette interview, c'est surtout le fait qu'il y a plusieurs façons de mener une interview. On peut traiter des sujets qui vont être utiles, qui vont permettre de dérouler un programme, ou on peut aussi aller chercher la petite bête. Oui, mais là, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu l'interview. C'est parce que c'est l'actualité aussi, Jean-Christophe Buisson. Pardon, on est dans la séquence des ordonnances, on est dans ce moment-là. Mais c'est pas notre rôle de ne rester que dans l'actualité, surtout sur une interview. Natacha, si je puis me permettre, il y a quand même un sujet qu'il aborde et qui est aussi une mini-révolution heureuse, il me semble, c'est l'éducation. Il est en train, avec Jean-Michel Blanquer, quand même, de faire une petite révolution. Blanquer est d'ailleurs le seul ministre qui est cité dans l'interview. Même pas Édouard Philippe ? Oh, ce serait étonnant. Oui, enfin, je parle pas de sur cette question-là, on attendra de voir les résultats. Là aussi, en tout cas, la volonté, le discours est
en partie là, et encore, il occulte beaucoup de problèmes. Mais après, il y a la question des actes et la question des arbitrages. Une fois qu'on est obligé d'abandonner certaines envies au profit d'autres. Donc, la révolution sur l'éducation... En tout cas, les promesses sont plus sympathiques que celles de Najat Vallaud-Belkacem. Non, mais tout de suite. Non, mais là, oui, mais il y a... les dames adouées. Regardez, en cette rentrée, on a quand même un livre coup de poing qui est très important. En même temps. Alors, on a un livre coup de poing qui est très important de ce principal qui s'appelle Principal ou imam de la République, qui dit quand même des choses qui sont choquantes, mais que je peux tout à fait confirmer parce que dans ce que j'ai vu, ça confirme parfaitement. Et là-dessus, il va falloir aussi qu'il y ait des réponses. Et ces réponses, elles ne peuvent pas se cantonner simplement au niveau de l'éducation nationale. Ce sont en fait des réponses qui interpellent notre nation en tant que nation. Et là-dessus, il n'y a rien. Sur la montée de l'islamisme politique, sur le terrorisme islamique, il évoque quand même, excusez-moi de le rappeler, les fronts multiples qui il ne dit pas terrorisme islamique, il ne veut pas dire terrorisme français. Il dit terrorisme islamiste. Deuxième point sur le terrorisme islamiste. Sur le sujet qu'évoquait Julien Arnaud, je pense que la réponse économique est certes insuffisante, mais elle est nécessaire. C'est que la confiance et l'esprit de confiance doivent faire face à l'esprit de défiance dans ce pays. Et à un moment donné, la confiance, elle se restaure aussi, pas seulement, mais aussi dans un pays qui n'a pas forcément la culture économique très répandue, mais qui a une grosse culture politique et idéologique. Sortons de la bulle idéologique pour aller vers l'économie au sens vivant. Et les entreprises qui ont 95% des entreprises sont des petites et grandes entreprises. Et l'enjeu de la réforme économique n'est pas mince, qu'on soit de droite, de gauche ou d'ailleurs. Je pense que c'est un constat qu'il faut tenir en termes de réalité sociale pour notre pays. Et l'impuissance des 30 dernières années vient aussi de notre incapacité à faire les réformes qui donneront de l'énergie aux acteurs économiques aussi. Alors que ça s'agite dans la cour de Matignon, on voit les micros qui se lèvent et qui se tendent, les crampes des preneurs de son dans les bras pour essayer de capter les déclarations des uns et des autres. On revoit le tour de table, c'était à 10h du matin précise, au moment où cette réunion a commencé et les mesures commencent à être annoncées ou confirmées, notamment sur le plafonnement des indemnités prud'homales. Natacha Polony. Oui, on peut tenir le discours qui consiste à utiliser, là aussi on est dans les mots, dans l'usage des mots. On parle de confiance, on parle d'énergie. Et en effet, ce sont les mots qu'emploie Emmanuel Macron dans son interview et qui sont celles qui viennent accompagner cette réforme. Il s'agit de libérer les énergies. Le problème, c'est que l'économie, ça n'est pas une science exacte, ça n'est pas une science dure, il n'y a pas une économie possible, il y a différentes manières d'arbitrer entre des enjeux qui sont contradictoires. Et on ne peut pas simplement regarder la façon dont les entreprises vont ou non embaucher, en oubliant de regarder la concurrence à laquelle elles sont soumises, concurrence souvent déloyale. D'ailleurs, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron va quand même beaucoup plus loin que vous, puisqu'il nous annonce dans son interview qu'il est pour le protectionnisme. C'est ce qui était, oui, bien sûr, pour le protectionnisme, c'est-à-dire ce qui était diabolisé jusqu'à présent dans la campagne. Le problème des travailleurs détachés, ça devient contradictoire quand vous abordez le problème des travailleurs détachés quand même. Non, mais, oui, il se bat pour ça notamment et de rapprocher l'Allemagne de la France. Vous ne pouvez pas être libéral et souverainiste en même temps sur ce sujet-là. Dans un espace européen co-construit autour de la zone euro en particulier, qui est son objectif stratégique. Est-ce qu'il va réussir ? On peut en sourire, mais c'est quand même un enjeu qui partagé par des millions de concitoyens en France et en Europe, et donc de faire en sorte qu'on ait une puissance réelle, influente par rapport au reste du monde. C'est ça aussi l'enjeu. On pourrait en faire un autre débat autour de cette table de la République. On va retrouver Noé, ou est-ce que j'ai le temps de poser une question politicienne? Attendez, on va faire un tout petit point avec Noé Gandillot quand même depuis la cour de Matignon, parce qu'il semble vraiment que ça s'agite pour demain. On vous retrouvera tout à l'heure. Allez-y, Roselyne. J'ai posé la question pour la droite, je me tourne vers Céline Pina. Est-ce que, de la même façon, la gauche social-démocrate va avoir un espace ? Écoutez, sincèrement, quand vous avez un parti qui nomme 28 personnes pour le diriger, vous pouvez être sûr qu'il est durablement dans les choux, parce que le temps... Mais ça va être très clair, ça veut dire que vous focalisez la lutte au plus haut niveau pour savoir à la fin qui sera le chef, parce que c'est comme ça que ça va retomber, et que vous n'avez absolument pas les moyens de recréer un discours, une vision du monde, une analyse. Donc aujourd'hui, le PS est durablement dans les choux. Et d'ailleurs, ça se voit, il n'est pas là. C'est dommage, il y a quelques jeunes hommes et femmes qui sont encore là, qui peut-être feront quelque chose. Moi, j'ai envie de leur dire, recréer, arrêtez. Finalement, c'est confortable d'être dans des cocons. Sortez-en. La vie va être dure.
devenez entrepreneur de vous-même, créons un nouveau parti. La gauche a peut-être encore des choses à dire, j'en suis même persuadée, mais pas en partant sur les bases du PS. Aujourd'hui, il faut vraiment l'espace entre Mélenchon et Macron, il est quand même très très étroit à partir du moment où Mélenchon, par ailleurs, c'est un peu nationalisé. Je ne suis pas sûr que ce soit la gauche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne chance à l'émission aussi. Oui, c'est sûr, mais vous savez, il n'y a pas que l'émission, il y a l'ensemble de l'antenne qui se poursuit. On suit évidemment la sortie de Matignon. On va retrouver tout de suite Noé Gandillot qui est dans la cour. La porte vient de s'ouvrir. On attend ça fébrilement, Noé, à vous. Ouais, c'est imminent. Les syndicats et le patronat s'apprêtent à sortir après 2 heures d'une ultime réunion. Vous le savez qu'il y en a eu énormément, une centaine de réunions entre les organisations syndicales, le patronat, mais également bien sûr des membres du gouvernement. Et c'est vrai qu'après un suspense insoutenable, il y avait un embargo total jusqu'à ce matin sur le contenu de ces ordonnances, eh bien on commence enfin à avoir des éléments qui commencent à fuiter, d'abord sur la question des négociations dans les petites et moyennes entreprises. Désormais, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les patrons pourront discuter directement avec un représentant des employés, et ce, même en l'absence de syndicats. Et puis concernant le fameux CDI de chantier, il existera bien pour tout le monde, mais il faudra qu'il soit validé par la branche. Et puis, comme prévu, les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif seront plafonnées à hauteur de 20 mois de salaire, ce qui va clairement dans le sens de ce que réclamait le patronat, car les syndicats, eux, étaient plutôt favorables à 30 mois de salaire. En contrepartie, les indemnités légales de licenciement vont être augmentées à hauteur de 25%. Mais c'est vrai que ce texte, il est très long, il est très épais, il fait 200 pages en tout, et qu'il va désormais falloir du temps pour décortiquer ces 5 ordonnances. C'est d'ailleurs ce que me confiaient hier des dirigeants de FO qui me disaient on a beaucoup de travail ce week-end, on va passer tout le week-end avec nos équipes juridiques à décortiquer ces 200 pages pour voir où sur chaque point ont été mis les curseurs. FO, vous le savez, qui a décidé, ils l'ont annoncé hier par l'intermédiaire de Jean-Claude Mailly, de ne pas participer au rassemblement du 12 septembre prochain, à l'inverse de la CGT qui organise ce rassemblement. Mais donc les